Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Nathan Dever, Vincent Roy, nos deux débatteurs du jour. Et puis notre invité, dont on remercie la présence, c'est Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste de la politique intérieure aux États-Unis. Merci encore, Jean-Claude Beaujour, d'être parmi nous. Alors, y a-t-il un Trump à la française que vous pourriez voir poindre à l'horizon ou qui existe déjà ? Il y en a eu un. Il y a eu une personnalité politique qui a pensé que Trump était transposable en France et qui a voulu l'imiter, qui l'a dit d'ailleurs clairement, c'était Éric Zemmour. Oui. Et ça n'a pas marché du tout. Pour beaucoup de raisons. Alors d'abord pour des raisons qui sont propres à Éric Zemmour peut-être, mais pour aussi, je crois, parce que la réalité du Trumpisme n'est pour l'instant pas transposable en France. J'aimerais vous donner un exemple qui à mon avis montre bien. Le Trumpisme, il est né sur le terreau du fait de vivre dans des réalités parallèles. Vous avez une partie des Américains qui pensent, et qui pensent toujours, qui pensaient que Biden n'était pas un président légitime, qu'il n'avait pas été élu de manière légitime. Vous avez des Américains qui vivent... Ce sont des complotistes... Non. Bon. Les statistiques montraient que c'était quasiment un électeur sur deux, plus d'un électeur sur deux des républicains qui pensaient ça. Vous avez vraiment des bulles parallèles. Et donc vous avez un découpage au sein de la société. En France, on a évidemment des clivages idéologiques très forts, et c'est sain dans une démocratie, qu'on puisse se mettre un peu sur la figure, qu'on puisse être en désaccord. Quand il y a eu par exemple les Jeux Olympiques, nos clivages idéologiques ont disparu dans une communion qui a fait qu'on a fondé une société pendant cet été-là, une société unique, une société de la fraternité, de la jubilation, on regardait tous dans la même direction. Pendant un été où on n'avait pas de gouvernement. Exactement, mais pourtant, la soirée d'ouverture, elle portait un message politique. Il y avait une partie des Français qui étaient en désaccord avec ce message politique de Patrick Beauchamp. Ça n'a pas empêché que la majorité a dit « Nous sommes heureux de faire cette soirée, nous sommes heureux de ce moment, etc. » Pourquoi le Trump français n'a pas converti l'essai ? C'est la question. Il faut s'arrêter là une seconde, parce que moi je suis absolument en désaccord profond. Non mais on reste sur Trump, voilà. Je recentre le débat. Mais sur on n'a absolument pas fait nation, absolument pas au moment des Jeux Olympiques. On a décidé d'arrêter de penser pour se consacrer à la joie du jeu. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on a fait. On a absolument pas fait. C'est une parenthèse. Puisque Jean-Claude Beaujour, le Trump à la française. Alors, Éric Zemmour, disait Nathan Dever, n'est pas parvenu à faire ce que Trump a fait. Pourquoi Parce qu'il est libéral, Éric Zemmour. Il est en même temps sur la ligne très conservatrice de Marine Le Pen. Et la différence entre Zemmour et Le Pen, c'est que Zemmour est un libéral au niveau économique et que Marine Le Pen est sans doute très à gauche et est à providence sur le plan économique. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais je grossis. C'est la division. Je schématise et je résume Nathan Dever. Oui. Pendant la campagne 2017, je vais être très court, de 2022, Éric Zemmour a fait sa campagne objectivement, clairement, volontairement sur la division, sur de créer des clivages. Marine Le Pen a essayé au contraire de ne pas aller sur ce terrain. C'est pour ça que je citais les Jeux Olympiques. Je crois que le peuple français, c'est pas un peuple qui a envie qu'on utilise la division comme méthode de campagne politique. C'est pour ça que je citais ça. Jean-Claude Beaujour, Trump par la française, pourquoi Zemmour ça marche pas ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de Zemmour. En revanche, je regarde ce qu'a pu faire ou ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump a une particularité différente de ce qui se passe en France, c'est que c'est un homme qui est dans l'opinion publique américaine depuis plus de 30 ans, qui a un nom. Donald Trump, c'est une marque aux États-Unis. Tout le monde sait qui est Donald Trump, ça c'est la première chose. Il avait échoué chez les démocrates puisqu'il voulait déjà être candidat chez les démocrates. Il avait eu des velléités pour être maire de New York, ça n'a pas marché. En réalité, il a bien compris à un moment donné qu'il y avait une tendance, il a surfé sur cette tendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'on le veuille ou non, il a l'image d'un homme qui a réussi. Alors, je serai le premier à vous dire, il y a beaucoup de faillites qu'on a mises sous le tapis et dont on oublie de parler. Mais dans l'imaginaire américain, c'est un homme qui a réussi. Donc, et ça compte aux États-Unis dans un monde protestant où gagner de l'argent, il est riche, gagner de l'argent, c'est une valeur sûre. Ce qui, de mon point de vue, Zemmour est un... Tandis que nous, on a quand même cet ancrage très judéo-chrétien avec ce tabou sur l'argent. Et c'est la différence majeure entre nous et eux, peut-être. À part d'être intellectuel, Zemmour, non seulement il n'avait rien bâti, mais il n'avait pas exercé, pas milliardaire. Il n'avait pas réussi dans des fonctions politiques, donc il n'avait rien. Enfin, vous me demandez de comparer, donc j'essaie de comparer. Bien sûr. Et je n'ai pas plus réfléchi que ça, mais c'est juste, il n'avait rien pour ancrer sa campagne. Zemmour, bon exemple pour Vincent Roy comparé à Trump. Il reste, bon exemple. Oui, bon exemple, parce que dans les attendus, effectivement, ce libéralisme exacerbé, il reste que pour la société française, quelqu'un comme Trump est exorbitant.
le personnage en tant que tel ne peut pas fonctionner. Mais c'est comme si l'on voulait. Peut-être qu'il est de mauvais goût aux yeux de l'opinion française aussi. Voilà. Mais, et de mauvais goût. Mais exactement comme si vous vouliez dire, est-ce que un personnage aussi exorbitant que Berlusconi pouvait hanter. Pareil. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Parce chez que nous, ça marchera pas. Ça n'aurait pas fonctionné davantage. En revanche, sur les grands attendus, c'est-à-dire sur l'anti-wokisme, sur le populisme, on retrouve des traces. Et à mon avis, c'est ça qui est le plus important. Quand on dit Trump à la française en parlant de Zemmour, et comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas exactement ça. D'abord, Zemmour est un intellectuel, je connais pas Trump. Et l'image de celui qui a réussi, comme les Trump aux États-Unis, en France, celui qui a réussi déjà est tout de suite suspect. Donc, vous voyez, celui qui gagne beaucoup d'argent est suspect. Sinon, Bernard Arnault aurait la présidence de la République. Donc, ou Bernard Tapie, souvenez-vous. Et ça ne fonctionne pas. Donc, ce sont deux choses très différentes. En revanche, sur les grandes tendances du monde, les thèmes. Parce que si on met de côté la personne et qu'on garde les thèmes, alors libéralisme, mais allez demander anti-immigration, nationalisme, allez demander au fin fond de la Vendée. Si le Vendéen moyen trouve normal qu'une fille de 16 ans puisse changer de sexe, allez leur poser la question et vous allez voir ce que ça donne. Et ça, Nathan Devers, répondez à ça, Nathan Devers. Mais c'est quand même ça le problème. La marque de fabrique de Trump, c'est pas le super conservatisme ou le côté réactionnaire. Non, c'est le protectionnisme. Il y a d'autres, il y a d'autres courants politiques. Nathan Devers, sur les attentes de certaines populations en France, notamment dans la ruralité, sur ce que vient de dire. Dans la ruralité ou même à Poitiers, vous pouvez leur poser la question. Mais ça, il y a des candidats de droite en France qui défendent à peu près ce genre de position. Voilà, je crois que la singularité de Trump, c'est d'avoir posé dans son discours dès 2016 qu'il y avait un deep state, un marais, un État profond, qui contrôlait la politique droite et gauche confondues, parce que d'ailleurs, les démocrates et les républicains, ils les renvoyaient presque dos à dos, même s'il était candidat républicain. L'élite républicaine, il ne se l'appropriait pas, et qu'il fallait, face à cela, défendre les intérêts du petit peuple. Je crois que ce genre de rhétorique, et d'ailleurs c'est là le point commun avec la rhétorique. Il y a beaucoup de différences, mais c'est le point commun avec la rhétorique des années 30 qu'on observait beaucoup, où on stigmatisait toutes les élites culturelles, intellectuelles, la lutte etc. des classes, finalement. C'était pas que la lutte des classes, c'était cette idée que les élites étaient viciées, étaient corrompues, etc. Je crois que cette rhétorique, pour l'instant, en tout cas je constate que pour l'instant, cette rhétorique n'a jamais pris en France. Aucun candidat n'a jamais gagné une élection là-dessus. Et plutôt quand il y a des gens qui utilisent ce genre de rhétorique, et pour le coup c'était vraiment la rhétorique que Zemmour utilisait, c'est pour ça que même s'il n'était pas milliardaire, sa comparaison avec Trump sur le plan politique, elle avait un sens. C'est pas une rhétorique qui a pris dans l'opinion publique. Ça, je peux vous dire que mon paysan vendéen ou mon personnage du fin fond de la Vendée, ça je peux vous assurer que pour part, il pense que les élites sont corrompues. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et il pense à tout le moins qu'elles sont suspectes de corruption et l'actualité, pour une large part, leur donne plutôt raison. Il y a également une brigade pro-Trump sur Internet, des gens qui croient à la Terre plate, des gens qui sont dans le conspirationnisme, le complotisme, et qui ensuite vont faire un assaut au Capitole en 2021. Voilà. Jean-Claude Beaujour. Je reviens là à Donald Trump, juste pour dire que c'est un homme d'affaires qui fait des coups et qui fait du business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se dit quelle est la position que je vais prendre. Et juste, mais vraiment très rapidement, sur l'histoire de l'immigration, qu'est-ce qu'il vous dit? Il nous avait dit, allez, on va chasser tout le monde et tout sera réglé. J'ai été de ceux qui disaient que même en termes de logistique, ce n'était pas possible parce qu'il aurait fallu faire partir 100 Boeing 777 tous les jours pour régler le problème. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit non, finalement, l'opération va viser un nombre beaucoup plus restreint de migrants ayant un casier judiciaire. L'homme est extrêmement pragmatique. Deuxièmement, sur les transgenres, il dit il y a des questions bien plus importantes que celle de savoir quelle toilette un membre transgenre du Congrès utilisera. Circuler, il n'y a rien à voir. L'homme fait des coups. Messieurs de Beaujour, Roy et Devers, j'aimerais quand même, parce qu'il nous reste 5 minutes, qu'on évoque la politique internationale, parce que elle est peut-être intimement liée à Donald Trump dans les mois, les semaines qui viennent. Avec ce qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, Donald Trump pourrait-il jouer un rôle et contribuer, après son investiture, à l'arrêt du conflit? Nathan Devers, je ne sais pas. Oui. Je crois que ce qui va se passer, c'est que Donald Trump a dit qu'il allait faire la paix en 24 heures entre la Russie et l'Ukraine. Ça s'appelle faire la paix aux conditions de la Russie. Ça veut dire prendre l'état actuel du front, couper et refaire la frontière et mutiler donc l'Ukraine. Je me trompe peut-être.
Je pense qu'il va se passer des choses intéressantes à étudier dans les prochaines semaines avant l'investiture de Donald Trump et que de fait, Trump en effet est dans une logique de pacifisme entre guillemets, mais pacifisme qui revient à soumission entre guillemets à la Russie. Et sur la question du Proche-Orient, je pense qu'on peut aussi voir des choses extrêmement équivoques dans la position de Donald Trump qui seront beaucoup plus complexes que son discours affiché. Si vous coupez l'argent que vous donnez à l'Ukraine, effectivement, vous arrivez à ce schéma-là, c'est-à-dire que, évidemment, vous donnez raison à la Russie. Jean-Claude Beaujour, sur ce que vient de dire Nathan Dever, quand même, qui est très intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, peut-il jouer? Oui. Va-t-il jouer? Oui. À quelles conditions? Vous avez entendu, Lavrov a déclaré encore très récemment, absence de concession territoriale, rejet de l'adhésion, évidemment, de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En d'autres termes, et il a bien dit, pour l'instant, nous, on est en contact avec Biden, on va attendre le 20 janvier et que les demandes, et il n'a pas considéré, je parle de Lavrov, n'a pas considéré les démarches de l'équipe Trump comme étant des démarches sérieuses. Donc effectivement, on sera dans un rapport de force. Vincent Roy, arrêter la guerre en 24 heures, c'est une formule. Par contre, décider de cesser de donner de l'argent, oui, ça peut ne pas être une plaisanterie, et par conséquent. Mais peut-il le faire alors, contrairement à Biden? Oui, je pense que le problème de Trump, c'est qu'il peut tout faire. Mais c'est surtout que c'est pas très difficile de faire ça. Il faut jamais quand même oublier que sur le passif de Donald Trump par rapport à la Russie, on a plusieurs choses. D'abord, on avait une enquête en 2016 du New York Times qui n'a jamais été infirmée, qui racontait, je vais passer les détails, je vais pas raconter les détails crus, mais que les Russes tenaient Donald Trump sur des détails sexuels de quand il était allé à Moscou, qu'il avait eu certaines relations avec des prostituées dans des chambres d'hôtel, qu'il y avait des vidéos et qu'il était tenu par ça. Ça n'a jamais été véritablement infirmé par des journalistes. Deuxièmement, mettons en suspens cette question. Quand Trump était président, il y a eu un moment surréaliste à Stockholm où il a dit qu'il faisait plus confiance à Vladimir Poutine qu'à ses propres services secrets. Imaginez un président de la République française ou américaine, enfin un président, dire ça, c'est lunaire, c'est presque de la trahison à son propre pays. Ah oui, de dire je ne crois pas mes propres services secrets, je préfère croire quelqu'un qui est hostile à mon pays. Donc évidemment que pour Trump, il n'y a aucune difficulté à dire je me couche devant les intérêts de Vladimir Poutine. Et c'est là que l'Europe a une carte à jouer, c'est là que l'Ukraine a une carte à jouer, c'est là que Biden a une carte à jouer, c'est de dire bon essayons de défendre quand même quelque chose qui s'appelle le bloc politique occidental, européen, appelons Atlantis pour les Américains, face à Vladimir Poutine. Vous pensez que Trump pourrait avoir du poids sur Poutine? Non, c'est Poutine qui a du poids sur Trump. Oui. Et puis c'est Poutine qui a du poids sur Trump. Ça sera. Voilà. Il négociera quelque chose. La question au-delà du poids. Il a vraiment du poids sur Trump, vous pensez? Poutine sur Trump. Moi, je préfère m'en tenir à ce qui est dit. La réalité, c'est une question de rapport de force. C'est est-ce qu'on est en mesure d'aider ou pas l'Ukraine? Est-ce qu'on est en mesure de fournir des armes? Est-ce qu'on est en mesure de payer, de continuer à payer? Donc c'est le temps moyen long. Et puis en face, la Russie se dit, moi, quel que soit le prix, je vais continuer. La guerre, c'est une question de rapport de force. Donc c'est ce sur quoi jouent les Russes. Et c'est aussi la question au milieu, c'est l'Europe, quelle marge de manœuvre? Que pèse l'Ukraine à côté de la Russie dans un esprit comme celui de Donald Trump? C'est la seule question à se poser. Merci pour ce riche débat, messieurs, ce soir, autour de la table. Je remercie tout particulièrement Jean-Claude Beaujour, avocat, spécialiste de la politique intérieure aux États-Unis. Et en tout cas, notez que la semaine prochaine et dès demain, ce sera le retour de l'équipe habituelle. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci. Et puis, on passe à la météo. Anthony Kazmarek. Alors, qu'est-ce qui nous attend tout simplement? Oh bien ça va ressembler à cette journée de dimanche. Demain, lundi, avec encore de la grisaille sur les 3/4 du pays, sauf en montagne et près de la Méditerranée. Le soleil va grappiller même un petit peu de terrain dans l'après-midi en direction de la Bourgogne et dans toutes les plaines du sud-ouest. Mais ailleurs, ça restera donc bien gris avec parfois quelques petites bruines entre la Bretagne, le Val-de-Loire et l'Île-de-France. Des brouillards givrants dans l'est au réveil et peut-être quelques flocons vers la région lyonnaise. C'est ce qu'on appelle de la neige de pollution ou de la neige industrielle. Les particules de pollution condensent et retombent avec les températures négatives près du sol. Demain après-midi, les températures vont gagner 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui, mais ça restera globalement relativement froid. -1 à Langres, 1 à Strasbourg, 3 à Clermont-Ferrand, 5 degrés à Paris et à Toulouse, 7 degrés à Lille et à Bordeaux, et puis quand même 13 à Marseille, 16 degrés à Ajaccio. Le vrai changement de temps, il est attendu pour le 2 janvier seulement avec le retour de la pluie. Merci Anthony Kazmarek. En tout cas, j'ai été ravi de suivre avec vous et d'être avec vous qui nous écoutez durant ces 3 soirées d'affilée sur Europe 1.